Une fillette de 8 ans a été traînée au milieu de la rue par son oncle et sa tante, réprimandée et jetée hors de la maison simplement parce qu'elle avait ajouté une cuillerée de lait supplémentaire pour ses frères jumeaux de 6 mois qui avaient de la fièvre. La petite fille les serrait tous les deux fort contre elle, ses pieds nus tremblants sur le trottoir. Soudain, une voiture de luxe s'est arrêtée. Un homme en est sorti et, avec une seule phrase, il a changé le destin des 3 enfants pour toujours. Avant de commencer, laissez un commentaire partageant vos réflexions sur cette histoire et sur une échelle de 1 à 10, dites-nous combien de points vous lui donneriez. Nous vous souhaitons quelques instants de paix et de réflexion en écoutant cette histoire. Et maintenant, commençons. Ne pleurez plus, Luke, Ethan, s'il vous plaît. Arrêtez. Je suis tellement désolé pour vous deux. Sa voix tremblait d'hésitation et de culpabilité. C'était Emma Carter, 8 ans, vivant sous le toit de son oncle Frank Carter et de sa tante Sandra Blake à Pasadena après la mort de ses parents. Elle était maigre et petite pour son âge, ses mains tremblaient en portant ses frères jumeaux de 6 mois. Le corps de Luke brûlait de fièvre, Ethan haletait avec des lèvres sèches et gercées, tous deux pleuraient sans cesse de faim. Emma a ouvert le placard et a sorti la boîte à moitié vide de lait maternisé. Elle a regardé autour d'elle, a dégluti difficilement, a pris une cuillerée supplémentaire et a secoué le biberon jusqu'à ce que la poudre se dissolve. Le léger parfum de lait a fait faire une pause au bébé pendant une seconde, puis ils ont pleuré encore plus fort. Emma a chuchoté comme une prière. Juste cette fois, s'il vous plaît, arrêtez de pleurer, ne les laissez pas se découvrir. S'il vous plaît, mon Dieu. Le bruit des talons s'est arrêté juste derrière elle. Sandra Blake se tenait à l'entrée de la cuisine, les yeux vifs comme des couteaux. « Qu'est-ce que tu crois faire, petite peste? Je t'ai dit une seule cuillère par jour, tu ne m'as pas entendu. » Emma serrait Ethan fort contre elle, sa voix se brisant. « Tati, ils ont de la fièvre, s'il te plaît, juste cette fois. Je promets que je travaillerai plus dur, s'il te plaît. » Sandra a arraché le biberon des mains d'Emma sans même jeter un regard au bébé. « Tu as toujours une excuse. » D'un mouvement du poignet, le lait blanc s'est répandu sur le sol. « Si tu veux du lait, va en manger dans la rue. » Frank Carter s'est enfin levé de son fauteuil dans le salon, son T-shirt sombre sentant la cigarette. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte comme s'il regardait un spectacle. Gamine inutile qui vit à nos crochets et qui fait encore l'intelligente. Si tu as si soif de lait, alors sors et mendie. Cette maison n'élève pas de voleurs. Emma est tombée à genoux, un bras tenant Luke, l'autre joint, sa voix se brisant. « S'il vous plaît, oncle, Tati, mes frères ont de la fièvre, ils ont besoin de lait. Je ferai la vaisselle, je passerai la serpillière, je ferai la lessive, je ferai le double du travail, je ferai tout si seulement... » Sandra s'est avancée, a repoussé les mains d'Emma et l'a giflé violemment sur la joue. « Je te l'ai déjà dit, tu n'as pas compris? » Elle a attrapé Emma par les cheveux et l'a traînée sur le sol. « Lève-toi, sors maintenant. »« Non, Tati, s'il te plaît, laisse juste les bébés boire. » Emma s'est accrochée au bord de la table. Luke a poussé un cri perçant. Ethan s'est agrippé au col de sa sœur, effrayé. Frank s'est approché, a ouvert la porte d'entrée en grand et a parlé lentement, comme s'il prononçait une sentence. « À partir de maintenant, tu es dehors. Ne reviens pas avant d'avoir appris le respect et ne laisse pas les voisins voir cette scène honteuse. » Sandra a tiré un coup sec, traînant Emma et les 2 nourrissons dans la rue. « Va vivre dehors. Cette maison ne nourrit pas les déchets comme toi. » Le soleil de midi tapait directement sur le pavé brûlant. Les pieds nus d'Emma pressaient contre le ciment, sale et endolorie. Elle luttait pour tenir les 2 garçons. Luke était dans son bras gauche, son corps brûlant de chaleur. Ethan était pressé contre sa poitrine, haletant pour respirer. « S'il vous plaît, tante, oncle, je suis désolé. Laissez-moi nettoyer pendant toute une semaine si nécessaire. Je ne prendrai plus de lait, je le jure. » Sandra a éclaté d'un rire dur, se tenant sur le poche comme une garde. Que vaut la promesse d'une voleuse? Frank a jeté un coup d'œil aux voisins qui regardaient derrière leurs rideaux. « Rentrez chez vous, aucun de vous n'est concerné. Et toi, éloigne-toi de ma porte, tout de suite. » Il a donné un coup de pied dans le portail en fer. Le bruit métallique a résonné fort. La porte a claqué, le verrou s'est enclenché. Emma s'est figée devant la porte. Elle a soigneusement posé Ethan sur ses genoux, puis a utilisé sa main libre pour frapper doucement. « Monsieur, s'il vous plaît,
Laissez juste mes frères s'asseoir à l'ombre un petit moment. Personne n'a répondu à l'intérieur. C'était aussi silencieux que si les pleurs n'avaient jamais existé. De l'autre côté de la rue, une femme a levé son téléphone, puis l'a reposé, a regardé autour d'elle et a tranquillement tiré ses rideaux. Un homme qui balayait sa cour s'est arrêté, a froncé les sourcils, puis s'est détourné. Sur le poche des Carter, le paillasson disait toujours « Bienvenue », comme une blague cruelle. Emma s'est affaissée sur le trottoir, ses mains tremblantes, à peine assez stables pour tenir les deux garçons. Luke, arrête de pleurer. Ethan, inspire, expire. Elle a ravalé ses larmes, essayant de garder une voix calme pour eux. Je suis là, je vais trouver un moyen. N'ayez pas peur. La porte a grincé en s'entr'ouvrant. Sandra a passé la tête et a jeté un vieux sac en tissu sur les marches. Il y a quelques couches dedans. Prenez soin de vous et ne salissez pas mon porche. La porte a de nouveau claqué. Le grincement du verrou s'est prolongé, froid et long. Emma s'est penchée pour ramasser le sac. À l'intérieur, il n'y avait que quelques couches fines, pas de lait, pas de linge chaud. Elle l'a serré contre sa poitrine comme un espoir brisé. Merci. Les mots sont tombés dans le vide. Les garçons ont de nouveau reniflé. Ethan a toussé, son corps tremblant. Emma a embrassé chacun de leurs fronts. Je suis désolé, j'en ai pris trop. Je sais que j'ai eu tort, mais je ne supportais plus de vous voir pleurer comme ça. Elle s'est levée, a titubé de quelques pas, puis s'est rassise, prise de vertige. La sueur collait à son cou, ses mains tremblaient de faim et de peur. Elle savait ce qu'elle devait faire. Les emmener dans la rue, frapper aux portes, demander un peu de lait, un peu d'eau chaude. Mais ses jambes semblaient faibles comme des nouilles, et ce qu'elle craignait le plus, c'était d'entendre les mêmes injures lancées d'une autre porte. « Ne pleure pas, Ethan, je vais aller demander. »« Luke, regarde-moi, on n'abandonne pas, d'accord? » Emma a pressé son front contre la joue de Luke. La chaleur de son petit corps lui piquait les yeux. Derrière eux, la voix de Frank est parvenue à travers la porte fermée. « Reculez un peu, ne restez pas devant ma maison. » Son ton était empreint de mépris, accompagné d'un demi-sourire, comme s'il prenait plaisir à la souffrance des trois malheureux enfants. Emma a dégluti difficilement, reculant sur le trottoir. Elle s'est appuyée contre un lampadaire, a posé le sac de couches, puis a repris ses deux frères dans ses bras. Elle n'osait pas les poser par terre. On attendra que le soleil se calme un peu, puis on ira, je promets. Le temps s'est étiré. Le bourdonnement d'une tondeuse à gazon venait du jardin voisin. Un chien aboyait depuis le porche d'un voisin. Les respirations faibles et les pleurs intermittents des deux enfants pesaient sur les bras d'Emma comme des pierres. « Je ne sais pas quoi faire d'autre, maman. Si quelqu'un peut m'entendre, s'il vous plaît, aidez-nous. » Les mots sont sortis comme un souffle, non destiné à quelqu'un en particulier. Elle n'attendait pas de réponse. Elle parlait seulement pour que le silence ne l'engloutisse pas tout entière. Puis un autre moteur a retenti, doux et régulier, comme une respiration contenue. Une Lamborghini sombre a avancé et s'est arrêtée devant les trois frères et ses sœurs. La vitre teintée s'est lentement abaissée. Un homme d'environ 60 ans a regardé. Ses cheveux étaient argentés sur les tempes, ses yeux profonds, ses mains reposaient calmement sur le volant, comme s'il était habitué depuis longtemps à rester stable dans les tempêtes de la vie. Il n'a pas parlé tout de suite d'Emma. Il a regardé Emma, les visages rougis des enfants fiévreux, la légère tache blanche de lait encore humide sur la chemise de la fillette. Emma a entrouvert les lèvres, sa voix rauque, sa bouche sèche à cause des nuits sans sommeil. « Monsieur, s'il vous plaît, juste un peu de lait pour mes frères. Je promets que quand je serai grande, je vous rembourserai. » À cet instant, le regard de l'homme s'est figé, porteur à la fois de sagesse et d'hésitation. C'était David Mitchell, un entrepreneur en technologie de Los Angeles. Il a regardé longuement, comme s'il voyait un jour lointain d'autrefois. Puis la portière de la voiture a commencé à s'ouvrir. Quand la portière de la voiture s'est ouverte, David Mitchell est sorti, la refermant doucement derrière lui. La lumière du soleil se reflétait sur l'épaule de sa veste de costume blanche. Il était le fondateur d'une société technologique spécialisée dans les infrastructures de données et les services cloud. Son travail consistait à prendre des décisions, à fixer des normes et à faire tourner la machine. 22 ans plus tôt, sa femme était décédée après avoir donné naissance à des jumeaux. Depuis lors, il avait élevé seul ses deux fils,
guidé par un emploi du temps surchargé et des dîners qui se passaient en silence. Les gens le disaient réservé, vivant tranquillement dans une ville bruyante. David Mitchell venait de rentrer du cimetière de Forest Lawn. Il avait déposé un bouquet de fleurs blanches sur la tombe de sa femme et était resté longtemps sans trouver les mots. Aujourd'hui, il n'avait pas appelé son chauffeur. Après chaque visite au cimetière, il conduisait toujours lui-même. Ses mains sur le volant l'aidaient à garder une respiration régulière et son chagrin caché aux yeux des autres à la maison. C'était un accord tacite. Les jours où il visitait sa tombe, il prenait le volant et Michael et Daniel s'asseyaient tranquillement à l'arrière. Mais en ce moment, devant lui se tenait une petite fille tenant deux jumeaux fiévreux, leurs visages rougis, leurs yeux mouillés de larmes, pris entre la peur et une détermination obstinée. Emma s'est penchée en avant pour protéger ses jeunes frères. Elle a dégluti difficilement et a parlé rapidement, comme si elle avait peur que l'occasion lui échappe. S'il vous plaît, juste un peu de lait pour eux. Ils vont s'affaiblir sans rien. David n'a pas répondu tout de suite. Il s'est accroupi à son niveau, étudiant chaque enfant attentivement. Puis il a pressé le dos de sa main sur le front de Luke. Brûlant. En haltait, à halte, sa poitrine se soulevant et s'abaissant dans un effort précipité. David a enlevé sa veste, l'a drapée sur les épaules des trois frères et ses sœurs et l'a bien serrée pour empêcher le vent de s'infiltrer. Depuis quand ont-ils de la fièvre? A demandé David. Depuis la nuit dernière. Emma a resserré le coin de la veste autour d'Ethan. Je travaillerai plus dur, j'ai juste besoin d'un peu de lait pour eux. La porte d'entrée derrière eux s'est légèrement entr'ouverte. Sandra Blake a regardé à travers le rideau, ses yeux lançant des éclairs froids. Elle a marmonné assez fort pour être entendue. Encore un imbécile qui se laisse avoir par cette bande. Frank Carter se tenait derrière la porte, les bras croisés, son regard glissant sur David comme s'il regardait un déchet. Puis il a appelé d'un ton moqueur. « Eh bien, ne serait-ce pas David Mitchell en personne? Quel bon vent vous amène? Mon conseil est de rester à l'écart de ces parasites. Cette fille vient de voler du lait, j'ai dû les mettre dehors. Considérez ça comme une leçon. Quelques voisins ont jeté un coup d'œil depuis leur porte, puis se sont rapidement retirés. Un homme qui balayait de sa cour a ralenti, mais a évité de croiser le regard de quiconque. Personne ne s'est avancé. La rue est restée silencieuse, comme si rien ne s'était passé. David a tourné la tête vers la maison des Carter, mais n'a rien dit. Son regard s'est attardé sur leur porte, marquant une pause comme un avertissement. Puis il est rapidement revenu vers les enfants. Il a tendu la main pour soulever Luke. « Laisse-moi porter ce garçon, tes bras doivent être fatigués. » Emma a été surprise par la politesse et la certitude dans sa voix. Elle a hésité, puis a glissé Luke dans ses bras. David a tenu le garçon près de sa poitrine pour le réchauffer. Il a regardé Emma une fois de plus. « Comment t'appelles-tu? »« Je m'appelle Emma Carter. C'est mon petit frère. Il s'appelle Luke et Ethan. » Sa voix était rauque, tremblante, si fine qu'elle semblait pouvoir disparaître à tout moment. David a fait un léger signe de tête. « Je suis David. » Une rafale de vent chaud a soufflé. Emma a rapidement jeté un coup d'œil à sa main qui tenait le bord de son manteau. À son doigt, il y avait une alliance en argent, vieille et délavée. Elle a parlé doucement, presque pour elle-même. « Je vous ai déjà vu avec cette bague. Je crois que vous étiez dans le magazine Forbes, celui que mon père lisait quand il était en vie. » Au moment où elle a fini de parler, Ethan a eu une secousse violente, a toussé fort, puis a éclaté en sanglots bruyants. Le son pesait lourdement dans l'air, épais et suffocant. Elle a frénétiquement essayé de le calmer. « C'est bon, Ethan, le lait arrive, sois sage. Ils ont besoin de boire et de faire baisser leur fièvre, » a dit David fermement. Il a resserré son manteau autour d'eux, ses yeux ne quittant jamais les visages des enfants. « As-tu des couches? J'en ai, mais seulement quelques-unes. » Emma a montré un vieux sac en tissu par terre. Sandra a ouvert la porte plus grande d'un coup sec. « Hey, ne faites pas de cinéma devant ma maison. » David a tourné la tête, son ton calme mais inflexible. « Je pense que vous devriez rentrer. Quiconque jette ses propres neveux et nièces hors de la maison n'a pas le droit de me parler. » Sa voix n'était pas forte, mais elle portait une force solide. Sandra a ricané, a claqué la porte et a verrouillé le portail en fer. David a regardé de nouveau Emma. « Viens avec moi. » Il s'est penché, a ramassé le sac en tissu usé baillé, l'a passé sur son épaule, puis a bercé Luke fermement dans ses bras.
De sa main libre, il a stabilisé le coude d'Emma pour qu'elle ne trébuche pas en tenant Ethan. Tous les trois ont tourné le dos au portail en acier qui venait de claquer. Une Lamborghini noire était garée sur le trottoir, sa carrosserie polie reflétant le soleil de midi. David a ouvert la portière arrière avec une aisance habituée. Montez. On s'arrêtera d'abord à un magasin, puis on ira dans un endroit sûr. Emma a installé Ethan sur le siège, gardant toujours sa main sur sa poitrine pour le calmer. Elle a levé les yeux pour le remercier, mais ses mots sont restés coincés dans sa gorge quand elle a réalisé que la banquette arrière n'était pas vide. Deux jeunes hommes étaient déjà assis. Celui de gauche portait une chemise grise, sa cravate desserrée, les yeux sévères et directs, la mâchoire serrée d'irritation. C'étaient Michael Mitchell et Daniel Mitchell, les fils jumeaux de 22 ans de David, élevés à Los Angeles et habitués à ce que tout soit ponctuel, impeccable et ordonné. Michael a été le premier à lever la tête, fronçant les sourcils à la vue d'Emma et des deux petits garçons. Daniel a jeté un regard rapide vers leur père, son front clairement plissé de mécontentement. Personne n'a parlé tout de suite. Le bref silence était lourd comme une pierre jetée dans l'eau, ses premières ondes se propageant. David s'est légèrement penché, faisant signe à Emma de se rapprocher. « Viens avec moi », a-t-il répété, puis il a guidé sa main alors qu'elle plaçait Ethan à côté d'elle, tandis qu'il tenait fermement Luke dans ses bras. La portière de la voiture est restée ouverte, le regard des deux jeunes hommes révélant une résistance non dissimulée. L'air à l'intérieur de la voiture s'est tendu au moment même où l'histoire ne faisait que commencer. David s'est penché, plaçant Luke sur la banquette arrière. « Fais attention. » Il a posé le bébé doucement sur ses genoux, puis a aidé Emma à monter sur le siège. « Tiens bien, Ethan. » Emma a hoché la tête et a tiré son manteau sur la poitrine de son petit frère. Elle a hésité, jetant un coup d'œil aux deux jeunes hommes qui attendaient déjà à l'intérieur. L'un avait une expression sérieuse et contenue, l'autre des yeux vifs et un regard moqueur. Michael Mitchell a levé les yeux le premier, sa voix basse mais tranchante. « Papa, qui sont-ils? Des enfants qui ont besoin d'aide, » a dit David d'un ton profond. Il a attaché la ceinture de sécurité d'Emma et a vérifié le cou d'Ethan. Daniel Mitchell a reniflé et a eu un petit rire. « Tu as l'habitude maintenant. Ta pitié est toujours stupide. » Emma a rougi et a serré son frère plus fort. « Je ne demande pas d'argent. J'ai juste besoin de lait pour mes frères. » Ces mots ont fait déglutir David difficilement. Il a démarré le moteur, ses mains fermes sur le volant. On s'arrêtera d'abord à un magasin voisin. La route défilait derrière eux. Emma gardait Ethan dans une position mi-assise, mi-bercée pour qu'il puisse respirer plus facilement. Michael a jeté un coup d'œil dans le rétroviseur, son irritation évidente. « Tu ne vois pas que tu te fais utiliser? Une fois qu'ils se seront accrochés, tu ne t'en débarrasseras jamais. » David n'a pas répondu. Il a tourné dans un dépanneur de quartier à Boyle Heights et a freiné doucement. Resté à l'intérieur, verrouillé les portes. Il a regardé Emma. « Je reviens tout de suite. » À l'intérieur de la voiture, le silence est devenu plus lourd. Daniel a appuyé sa tête contre le siège et a tapoté le tableau de bord avec son doigt. « Tu vois, Mike, nos réunions de l'après-midi sont finies. » Michael n'a pas quitté le rétroviseur des yeux. La ferme. Son regard s'est déplacé vers Emma, son ton sec. « Comment tu t'appelles? »« Emma Carter. »« Voici Luke et Ethan. » Elle a repris son souffle. « Ils n'ont que 6 mois. » Michael a rencontré deux paires d'yeux rougis par les larmes, puis s'est tourné vers la fenêtre. « Et où sont vos parents? » Emma a resserré sa prise autour d'Ethan. « Ils m'ont mise dehors. J'ai supplié pour du lait pour les jumeaux. Ils ont refusé. » Juste au moment où elle finissait de parler, la portière de la voiture s'est de nouveau ouverte. David est revenu avec 2 sacs en papier et les a posés par terre. Il a tendu à McCall une bouteille d'eau et un paquet de lingettes humides. « Lave-toi les mains », puis il a sorti du lait dématernisé, un petit biberon, une cuillère en plastique, des médicaments contre la fièvre pour enfants et même un thermomètre. Ses mouvements étaient rapides, sans paroles inutiles. Emma regardait ses mains déchirer le sachet, verser la formule, ajouter de l'eau chaude d'un thermos. David a bien secoué, a versé une goutte sur son poignet pour tester la température, puis a donné la cuillère avec soin. Luke d'abord. Il a soutenu le cou du bébé et l'a nourri, une petite cuillerée à la fois. Luke tétait lentement, ses paupières battant. Ethan regardait et gémissait entre 2 sanglots.
Michael s'est détourné mais ne pouvait s'empêcher de regarder. Daniel a dégluti difficilement, puis a expiré. Papa, tu ne peux pas continuer à faire ça éternellement. Papa fait ce qu'il faut en ce moment, a répondu calmement David. Il a posé la cuillère et a vérifié la température avec un thermomètre. Fièvre modérée. Buvez plus d'eau. Il a ouvert une autre bouteille, a touché le bord des lèvres d'Ethan et l'a incliné très légèrement. Ethan a eu un hoquet, puis a avalé. Emma regardait, l'incrédulité et l'émotion montant en elle. Vous savez comment nourrir un enfant comme ça? Je l'ai déjà fait, a dit simplement David, puis il a regardé Michael. Prends une serviette chaude, essuie le front de Luke. Michael a hésité un instant, puis a pris la serviette. Ses mouvements étaient maladroits, sa main tremblait bien qu'il essaye de le cacher. C'est assez bien comme ça? Oui, a hoché la tête David, doucement. Daniel a laissé échapper un petit rire. Tu l'essuies comme si c'était un écran. La ferme, a dit Michael, mais sa voix était devenue plus basse, plus douce. Ethan s'est lentement calmé. La respiration de Luke est devenue plus régulière, ses petites mains agrippant le poignet de David. Emma a cligné des yeux rapidement pour retenir ses larmes, puis a chuchoté « Merci ». David a refermé le biberon, a remis la cuillère et le récipient dans le sac. Maintenant, on va quelque part en sécurité, puis on appellera un médecin. Michael a froncé les sourcils. Où comptes-tu les emmener? À la maison, a répondu David sans hésitation. Daniel s'est redressé. Quelle maison? La mienne. David a démarré le moteur, la réponse était courte, finale. Il n'a laissé aucune place à ses fils pour argumenter. La voiture a traversé les carrefours. Emma tenait Ethan en silence. De temps en temps, elle regardait Luke dans les bras de David, comme si elle avait peur qu'il disparaisse. À l'intérieur de la voiture, la légère odeur de lait se mêlait à l'odeur stérile du désinfectant pour les mains. Michael a jeté un coup d'œil aux enfants, puis à son père. Tu sais ce que ça va entraîner, n'est-ce pas? Je sais, a dit David, les yeux toujours sur la route. Et je le ferai quand même. Daniel a expiré longuement et a appuyé sa tête contre la vitre. Parfait. Juste une autre journée ordinaire à Los Angeles. Emma a parlé timidement. Je ne veux pas vous déranger. Si demain vous changez d'avis, elle s'est arrêtée, sa voix se réduisant comme si elle avait peur de ses propres mots. S'il vous plaît, donnez un dernier repas à mon frère. La voiture a ralenti. Devant, il y avait le parking sous une tour de verre dans le centre-ville de Los Angeles. David s'est garé dans sa place privée et a coupé le moteur. Dans le silence feutré, les mots d'Emma flottaient comme une égratignure qui ne voulait pas s'effacer. Michael s'est retourné, ne souriant plus. Daniel a arrêté de plaisanter. Tous deux ont regardé la fille en même temps, puis leur père. Les portes de l'ascenseur se sont ouvertes devant eux. Emma a serré Ethan plus fort. Elle avait dit ce qu'elle avait à dire, et la maison d'un étranger se tenait juste là. L'ascenseur s'est ouvert. David portait Luke dans un bras, son autre main soutenant doucement le coude d'Emma. Daniel est arrivé en dernier, tapant le code pour déverrouiller la porte. L'appartement s'est illuminé alors que le système s'activait automatiquement, le bourdonnement constant de la climatisation remplissant l'espace. Emma s'est figée un instant sur le seuil, serrant Ethan plus fort, ses yeux balayant la pièce comme si elle avait peur de toucher quelque chose qui ne lui appartenait pas. « Entrez », a dit doucement David. Il a assis Luke sur le long canapé, a enlevé ses chaussures, puis a ouvert un placard latéral pour sortir une couverture légère. « Place Ethan ici. Laisse-moi vérifier sa température une fois de plus. » Emma a obéi, s'asseyant sur le bord du canapé, ses bras toujours enroulés autour de son petit frère comme une dernière coquille protectrice. Michael a jeté les clés de la voiture sur la table et s'est dirigé directement vers la cuisine, ouvrant le réfrigérateur pour chercher de l'eau. Daniel a tiré une chaise, s'adossant avec un air paresseux, bien que l'irritation dans ses yeux n'ait pas disparu. David a étalé la couverture, a ajouté un oreiller et a couché les deux enfants sur le côté. Il a tendu le thermomètre à Emma. « Tiens ça pour moi. » Puis il est allé dans la cuisine, a fait bouillir de l'eau, a mesuré une dose de médicaments contre la fièvre et est revenu patiemment pour le donner goutte à goutte. Les enfants ont laissé échapper de légers soupirs, puis leur respiration s'est régularisée. Emma s'est penchée, pressant sa joue contre le front de son frère, ses épaules se détendant légèrement, comme si un lourd poids venait d'être posé. Elle a reculé, sa main agrippant l'ourlette de sa chemise. « Je peux dormir dans un coin de la cuisine tant que mes frères ont un endroit. »
Michael a laissé échapper un rire moqueur sans la regarder directement. Tu vois, papa, elle est déjà habituée à être une servante. David s'est retourné. Ça suffit. Sa voix était basse, ferme, décisive. Michael s'est tu, ses yeux s'assombrissant comme si une ligne invisible avait été tracée devant lui. Un agent de sécurité de l'étage, du nom de Howard, a jeté un coup d'œil par la porte que Daniel avait laissée entr'ouverte. Il avait la trentaine, un homme afro-américain, doux et calme. Tout va bien, Monsieur Mitchell. Il s'est arrêté sur le seuil, sans entrer. David a hoché la tête. Merci, Howard. Tout va bien. La porte s'est refermée et l'intimité est revenue. David a mis une casserole de soupe au poulet en conserve sur la cuisinière, a sorti du beurre, du fromage et du pain de mie. Il a travaillé tranquillement, préparant des sandwichs grillés. L'odeur de beurre fondu flottait dans l'air, douce et chaude. Emma s'est redressée, regardant ses mains comme si elles accomplissaient un rituel d'un autre monde. Daniel a jeté un coup d'œil et a haussé les épaules. Nous avons une réunion à 19 heures. Mangez d'abord, a dit David. Le dîner était simple, soupe, sandwich au fromage grillé et une assiette de pommes finement tranchées. Emma a regardé son assiette, puis ses frères. Elle a tapoté légèrement sa cuillère, ne buvant que quelques gorgées de soupe. Le pain sur son assiette est resté intact. Michael l'a remarqué. Il n'a rien dit, il a seulement poussé son assiette de pommes vaisselle. Emma a sursauté. Je, je n'en ai pas besoin. Tu devrais manger. Tu n'aimes pas les pommes, a répondu Michael sèchement, détournant le visage. Daniel a eu un rire moqueur, a arraché un morceau de pain et a mâché lentement, comme s'il savourait le malaise des autres. David n'a pas commenté. Il a seulement versé plus de soupe dans le bol d'Emma. Vas-y, mange. Ce soir, tu auras besoin de force pour t'occuper de tes frères. Après le dîner, David a passé un court appel téléphonique, sa voix calme et basse. J'ai besoin qu'un pédiatre vienne les examiner. Non, ce n'est pas une urgence, mais ce soir. Merci. Il a raccroché et est retourné dans le salon et a ajusté la couverture sur les enfants. Ethan a tressailli légèrement, puis est resté immobile. Luke a tourné son visage dans la main d'Emma. Votre chambre est ici. David a conduit Emma dans un court couloir et a ouvert une petite chambre avec un lit simple déjà fait avec des draps propres. Garde l'oreiller un peu plus haut pour Ethan. Mets Luke à l'extérieur pour qu'il soit plus facile à porter. Emma est restée à l'entrée, n'entrant pas tout de suite. Vous nous laissez rester ici? Et vous? Je suis juste à côté. David a ouvert sa propre chambre en face et a allumé la lumière pour qu'Emma puisse voir où elle se trouvait. S'il se passe quoi que ce soit, appelle. Elle a hoché la tête, les yeux fixés sur ses frères, tout son corps semblant prêt à se diviser en deux pour pouvoir garder les deux côtés à la fois. Je vais nettoyer la cuisine, je laverai les couvertures, Pas besoin, l'a interrompu David. Ce soir, tu as seulement besoin de dormir. Michael était adossé au mur, les bras croisés. Il observait la scène comme quelqu'un de l'extérieur, mais il n'a pas quitté l'embrasure de la porte. Daniel était déjà sorti sur le balcon pour passer un appel, son rire rauque se répandant dans la nuit avant de s'éteindre. Emma est retournée dans le salon pour prendre le vieux sac de couche. Elle marchait légèrement, comme si elle avait peur de salir le sol. David lui a tendu un autre sac en papier, quelques petites bodies qu'il venait d'acheter au magasin, des couches en tissu, une bouteille de crème pour l'érythème fessier. Emma l'a pris avec des mains tremblantes. « Merci, monsieur. On en reparlera demain, » a dit David. « Pour l'instant, laisse-les dormir. » Les lumières de la chambre se sont tamisées. Emma était allongée sur le côté, tenant Ethan, son autre main posée sur le dos de Luke. Elle s'est penchée et a chuchoté à l'oreille de son petit frère. « Demain, on partira. Ne t'habitue pas à cet endroit. Ce n'est pas notre maison. On demande seulement à rester une nuit. Ils nous ont déjà trop donné. » La respiration des enfants est devenue régulière. Emma a levé la tête, a jeté un coup d'œil vers le pied du lit et a vu le manteau de David étendu sur leurs jambes comme une frontière de sécurité temporaire. Elle a fermé les yeux, ne dormant pas, écoutant seulement. La porte de la chambre s'est légèrement ouverte. Une silhouette s'est appuyée contre le cadre sans entrer. Michael, ses yeux se sont posés sur les épaules minces d'Emma, ont dérivé sur les deux enfants dormant d'un sommeil agité, puis se sont arrêtés sur le manteau de son père. À l'intérieur de lui, quelque chose est entré en collision. La suspicion, le malaise et une autre trace silencieuse qu'il n'avait pas encore nommée.
Il a fermé la porte sans un bruit, mais sa main s'est attardée sur la poignée, encore chaude d'une question qu'il n'osait pas poser. Michael a fermé la porte et s'est appuyé contre le mur, sa main toujours posée sur la poignée. Il a écouté la respiration régulière des deux enfants et le chuchotement de la petite fille inconnue qui venait de dire à son frère « Ne t'habitue pas trop à cet endroit ». Les mots se sont logés dans sa poitrine comme une épine. Il a quitté le couloir, a traversé la cuisine, s'est versé un verre d'eau et l'a bu d'une longue traite, mais cela n'a rien fait pour apaiser la tension à l'intérieur. Au même moment, dans une maison à Pasadena, une voix féminine aiguë a percé le silence tendu. Où sont-ils? Est-ce que ce vieil homme les a vraiment emmenés? Sandra a frappé la table de la salle à manger de la main. Un verre s'est renversé, l'eau se répandant sur le bois. Nous avons perdu la garde et avec elle, l'héritage. Fais quelque chose, Frank. Frank Carter a allumé une cigarette, a tiré une profonde bouffée, puis l'a écrasée immédiatement, se forçant à rester calme. Je sais qui appeler. Il a sorti son téléphone et a composé le numéro de Barnes. À l'autre bout du fil, une voix d'homme baisse et sèche comme du papier. William H. Barnes, un avocat civil sur Wilshire Boulevard, connu pour ne jamais demander ce qui est juste ou faux, seulement ce qu'il y a à y gagner. Monsieur Carter, il est soir. Mitchell et les enfants. Je veux que vous fassiez tout ce qui est nécessaire pour les ramener. Barnes a fait une pause de quelques secondes. S'il ne s'agit que d'une garde temporaire, j'ai besoin d'un angle plus tranchant. L'enlèvement d'enfants sonne bien. Je déposerai une requête d'urgence avec une demande de droit de visite. En retour, quelle part de la succession est pour moi? Sandra a arraché le téléphone, sa voix urgente. 20%. 30, a répondu Barnes sans hésitation, son ton inchangé. Et aucun de vous ne doit jamais souffler mot des arrangements préalables. Frank a regardé sa femme. Sandra a serré la mâchoire. D'accord. Envoyez-moi les papiers ce soir. Demain matin, nous agissons. Barnes a raccroché comme s'il fermait le couvercle d'une boîte. Pendant ce temps, au centre-ville, les lumières brûlaient encore dans un bureau où la détective Maria Santos était penchée sur une pile de dossiers. Elle avait environ 40 ans, les cheveux attachés en arrière, les yeux vifs et stables, le genre d'yeux forgé par des années à fouiller dans les décombres. Une nouvelle alerte est apparue sur son écran. Les résultats du réexamen de l'accident de voiture qui avait tué les parents d'Emma. Le rapport technique était bref. La conduite de frein montrait des signes de sabotage mécanique avant l'impact. Maria a levé la tête, a expiré, puis a décroché le téléphone. Police scientifique, j'ai besoin d'une confirmation des marques d'outils et envoyez-moi des images en haute résolution. Elle a rapidement griffonné une liste de noms. Frank Carter, Sandra Blake, William Barnes et un dernier nom souligné 2 fois, David Mitchell. Elle a envoyé un email au procureur de service, le marquant comme hautement prioritaire. Puis elle a rouvert la carte du trajet de l'accident, encerclant les caméras de circulation. Si c'était un accident mis en scène, il y aura une ombre près de la voiture avant qu'elle ne démarre. Sa voix était à peine plus qu'un murmure, comme si elle ne parlait qu'à elle-même, mais sa main appuyait déjà sur la commande pour extraire les images. Minuit. Le penthouse était baigné d'une douce lumière dorée. David s'était assoupi dans un fauteuil, ses chaussures encore aux pieds. Daniel était retourné dans sa chambre, la porte fermée. Michael faisait les 100 pas, comme il le faisait souvent lorsqu'il était tendu, s'arrêtant dans la cuisine. Un léger bruit. Michael a tourné la tête. Dans la petite chambre, Emma était accroupie à côté du lit. Elle a soulevé l'oreiller avec précaution, a glissé quelque chose en dessous, puis l'a remis en place. Ethan a bougé et a gémi. Emma s'est figée aussitôt, a passé son bras autour de son dos et l'a tapoté légèrement, comme si elle avait pratiqué ce geste 1000 fois. Michael est entré, sa voix sèche et tranchante. « Qu'est-ce que tu fais? » Emma a sursauté, serrant Ethan fort contre elle, les yeux grands ouverts. J'avais juste peur qu'on nous jette dehors demain, alors j'ai gardé quelque chose pour mes frères. » Elle a passé la main sous l'oreiller et a sorti un petit morceau de pain enveloppé dans un mouchoir. C'est au cas où ils ne nous donneraient pas à manger. Michael est resté là à regarder un long moment. Sa gorge était sèche. Le mot « tu » qu'il venait d'utiliser sonnait grossier dans une pièce qui sentait le lait maternisé et la sueur des enfants. Ethan a claqué des lèvres et s'est rendormi. La respiration de Luke était rauque mais plus régulière que l'après-midi.
Emma tenait toujours la croûte de pain, ses yeux levés, attendant le jugement, comme une enfant habituée depuis longtemps aux punitions. Michael a lentement retiré sa main de sa poche. Sous l'oreiller, ça attirera les fourmis. Tu y as avalé le mot, cherchant le pronom. Tu devrais le garder là-haut, sur l'étagère. Demain, il y aura un petit déjeuner et personne ne va te jeter dehors. Emma a hoché la tête, mais ses yeux sont restés méfiants. Et si, et si vous changiez d'avis? Mon père ne change pas d'avis si facilement, a dit Michael, sec mais ferme. Il a regardé les deux enfants, puis s'est tourné pour partir. Avant de sortir, il a placé une barre de céréales non ouverte sur l'étagère. Laisse-le là. Emma l'a regardé partir, ses lèvres formant un tout petit merci. La porte s'est fermée, ses pas se sont estompés. Dans la chambre, Emma a tiré la couverture sur le ventre de ses frères, s'est adossée au mur et a gardé les yeux ouverts. Elle ne croyait toujours pas, mais quelque chose dans sa poitrine s'est détendu, juste un peu. Michael est retourné à la cuisine, a ouvert un placard et a trouvé un ensemble de vaisselle en plastique pour enfants. Il n'avait aucune idée de quand son père l'avait acheté. Il s'est assis, posant ses coudes sur la table, regardant par la fenêtre sombre. Le bord lointain de la ville brillait faiblement. Il ne comprenait pas pourquoi une croûte de pain pesait si lourdement sur lui, mais il savait qu'il serait là tôt le matin. À l'aube, Frank a reçu un appel. La voix d'un homme a rapidement fusé dans son oreille. « J'ai vu les enfants. Dis-le tout de suite à Frank. » À la porte du garage de l'immeuble de David, un étranger était adossé à une colonne, un téléphone coincé contre son épaule. Son autre main tenait un appareil photo. Il a pris des photos de la plaque d'immatriculation de la voiture noire, de l'entrée de l'ascenseur privé et même de la plaque nominative de Mitchell à côté du lecteur de cartes. Emplacement confirmé. Quelqu'un qui entre et sort est un garde noir d'environ 30 ans. Je continuerai à suivre. À l'autre bout du fil, Frank a eu un rire sec. Bien. Ne te fais pas repérer. Il a raccroché et fourré l'appareil photo dans son manteau et a baissé sa casquette. Les lumières du garage ont clignoté une fois, puis se sont immobilisées. Son ombre a glissé derrière un autre pilier, attendant. Et au-dessus, tout l'immeuble dormait, ignorant que l'obscurité s'était déjà infiltrée dans son arrière-cour. Le matin n'avait pas encore réchauffé quand la sonnette a retenti, longue et stridente. Du bureau de la sécurité, Howard a appelé. « Monsieur Mitchell, il y a des policiers d'ici pour vous voir. Ils disent que c'est en vertu d'une ordonnance d'urgence. » David a ouvert la porte. Deux officiers sont entrés les premiers, suivis d'un homme aux larges épaules en chemise sombre, avec un badge nominatif indiquant Frank Dalton. C'était le shérif du comté, sa voix douce comme quelqu'un habitué aux conférences de presse. « Nous sommes ici en vertu d'une requête d'urgence déposée au tribunal de la famille. L'avocat William Barnes a soumis une pétition accusant M. Mitchell d'enlèvement d'enfants. C'est une ordonnance de transfert de garde temporaire aux tuteurs légaux. » Michael et Daniel se tenaient à l'écart le long du couloir. Emma est sortie de la chambre en portant Ethan, tandis que Luke dormait dans les bras de David. La fille a regardé le papier blanc comme si c'était une sentence prononcée. David a gardé un ton calme. « Avez-vous un mandat de perquisition, Monsieur Dalton? » « C'est une ordonnance de transfert de garde temporaire. » Dalton a de nouveau brandi le papier. « Si vous coopérez, tout se passera rapidement. » Après cela, les services de protection de l'enfance, DCFS, évalueront l'environnement de soins et le tribunal décidera. Emma a serré Ethan plus fort, tremblante. « Je n'ai pas été enlevée. Ils nous ont jetés dans la rue. Ils ne donnaient à mon frère qu'une cuillerée de lait par jour. La nuit dernière, il avait de la fièvre. » Dalton n'a pas regardé Emma. Il a griffonné quelque chose dans son carnet, puis a tendu un stylo à David. « Signez ici. Cela confirme le transfert temporaire. Les enfants seront rendus à leurs proches. » David a doucement posé Luke dans le berceau portable, puis a levé la tête, droit. « Vous les renvoyez dans cet enfer? » Un jeune officier près de Dalton a légèrement déplacé son regard, tandis que Dalton souriait. « Vous faites obstruction à la procédure. Ne rendez pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont déjà. » Michael a fait un demi-pas en avant. « Papa, laisse-moi appeler de l'avocat. » « Appelle le petit a agité Dalton d'un geste dédaigneux, mais le temps presse. Soudain, les portes de l'ascenseur se sont ouvertes. Une femme en tailleur sombre, les cheveux tirés en arrière, est sortie, légèrement essoufflée d'avoir marché vite.
La détective Maria Santos a brandi son badge. LAPD. Je dois parler immédiatement avec M. Mitchell et l'équipe du shérif Dalton. Dalton s'est retourné, un fin sourire se dessinant sur ses lèvres. Santos, que faites-vous ici? Maria n'a pas souri. Elle a posé un dossier sur la table, sa voix claire. L'accident qui a tué les parents des enfants n'était pas un accident. Le rapport technique confirme que la conduite de frein a été sabotée. J'ai déjà transmis le dossier au procureur. Cela signifie que Frank Carter et Sandra Blake font l'objet d'une enquête pour suspicion de maltraitance et de complot en vue de s'emparer des biens. La pièce semblait vidée de tout son air. Emma s'est accrochée à Maria du regard, comme si elle se tenait à une bouée de sauvetage. Michael a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Daniel a soudainement arrêté de plaisanter. Dalton a esquissé un fin sourire. Ce rapport n'est pas encore une mise en accusation. La garde leur appartient toujours. Maria a hoché la tête mais n'a pas reculé. C'est vrai. Mais vous ne pouvez pas forcer un transfert lorsqu'il y a un risque clair de préjudice. Les DCFS doivent être pleinement alertés. J'ai déjà envoyé un email urgent avec les preuves et je déposerai un rapport écrit si quiconque essaie de renvoyer les enfants dans un environnement abusif. Dalton a fixé Maria pendant plusieurs secondes, la mâchoire serrée d'irritation. Il a refermé son carnet d'un coup sec et a fourré son stylo dans sa poche. Très bien. Alors vous prendrez la responsabilité si quelque chose arrive. Il s'est tourné vers David. Nous reviendrons. N'emmenez les enfants nulle part. Ils restent ici, a répondu David, ferme et constant. Dalton a pivoté sur ses talons. Juste avant d'entrer dans l'ascenseur, il s'est penché vers l'homme à côté de lui et a marmonné. Appelle Barnes. Rappelle-lui de ne pas laisser les preuves fuiter. La porte de l'ascenseur s'est refermée et pendant un bref instant, son visage déformé a vacillé dans le reflet de l'acier. Le silence est revenu dans l'appartement. Maria a laissé ses épaules se détendre et a baissé la voix. Je suis désolé d'avoir fait irruption comme ça, mais je devais les arrêter immédiatement. David a hoché la tête. Merci. Maria a regardé Emma. Peux-tu me dire brièvement ce qui s'est passé la nuit dernière? Juste les points principaux. Emma a dégluti. Ils nous ont mis dehors. Ma tante a versé le lait par terre. Mon oncle a dit de mendier dans la rue. Mon petit frère avait de la fièvre. Monsieur Mitchell lui a donné du lait, a appelé un médecin. Je n'ai pas été enlevé. Maria a griffonné quelques lignes. Bien. Je déposerai le rapport aujourd'hui. Quelqu'un des DCFS viendra vous interroger, mais le contexte a changé. N'aie pas peur. Michael a regardé Maria, puis son père. Il a parlé doucement, presque comme une confession à lui-même. Je resterai à la maison aujourd'hui. Daniel a haussé les épaules, mais n'a pas objecté. Moi aussi. Maria a ramassé son dossier et a ajouté un avertissement. Si quelqu'un vient sans ordre clair, n'ouvrez pas la porte. Appelez-moi directement. David a accepté sa carte. Je le ferai. Maria est partie. La porte s'est fermée. Emma est restée figée quelques secondes, puis s'est soudainement avancée, a enroulé ses bras autour de la taille de David et a pressé son visage contre sa chemise. « S'il vous plaît, ne les laissez pas nous emmener. » David a posé sa main sur la tête de la fille et n'a rien dit, mais sa main l'a tenue fermement. La main de David reposait toujours sur les cheveux d'Emma. Il s'est penché, parlant lentement et clairement. « Personne ne vous emmènera. » Emma a hoché la tête puis est retournée dans la chambre pour tenir Ethan. Michael se tenait dans le coin de la cuisine, la regardant partir avant de se retourner vers son père. « As-tu vraiment l'intention de les garder? » « Nous ne sommes pas un orphelinat. » Sa voix était tranchante et lasse. David a tiré une chaise et s'est assis, les yeux fixes. « Tu viens d'entendre ce que la police a dit. Ces enfants ont besoin de sécurité. Mais c'est notre maison. » Michael a haussé la voix. « Tu ouvres toujours la porte, mais qui la ferme pour toi? » Le tintement d'une cuillère a frappé la table. David a posé sa paume fermement. « Ça suffit. » Il élevait rarement la voix, mais cette fois, il n'a pas détourné le regard. Ce sont des êtres humains, pas des fardeaux. Le couloir a avalé les mots dans ce silence. Emma se tenait à l'embrasure de la porte, entendant tout. Elle a porté Ethan sur le balcon, s'est pressée dans l'ombre, les larmes coulant sur ses joues, mais elle n'osait pas y sangloter. « C'est bon, Ethan, je suis là. » Le bébé s'est agrippé à son col, sa respiration courte et chaude. Daniel est passé, sur le point de lancer une blague pour détendre l'atmosphère, mais il s'est arrêté en voyant la petite main d'Ethan agripper la chemise d'Emma
comme si le lâcher le précipiterait dans un abîme. Daniel a ravalé ses mots, a fait une pause d'une seconde, puis a tiré la porte du balcon, juste assez pour bloquer le courant d'air. Verrouille-le-là juste légèrement, a-t-il murmuré. Le vent change, ils attraperont froid facilement. La nuit est tombée. David a appelé leur pédiatre en vidéo, lui demandant de surveiller leur température et de s'assurer qu'ils restaient hydratés. Les enfants se sont calmés un moment, puis la fièvre de Luke a grimpé en flèche. Son visage est devenu rouge vif, son corps tremblait. Emma a pressé sa main sur son front, son propre visage devenant pâle. Papy, sa fièvre monte. Le thermomètre a clignoté, le chiffre dépassant la marque d'avertissement. Emma est tombée à genoux sur le sol, serrant Luke comme si elle s'accrochait à son souffle. « S'il te plaît, Michael, peux-tu me conduire à l'hôpital? »« S'il te plaît. » Michael s'est figé, les yeux rivés sur le chiffre rougeoyant. Il a jeté un coup d'œil à son père. David a fait le plus léger des hochements de tête. « Vas-y maintenant. » Michael s'est avancé, prenant Luke dans ses bras. Sa prise était maladroite mais ferme. « Prends une serviette fine, Daniel. Apporte le biberon. » « La voiture est au niveau B, a-t-il marmonné, comme s'il récitait des instructions à lui-même. L'ascenseur a descendu en douceur. Emma tenait Ethan serré contre sa poitrine, le berçant pour calmer ses pleurs. David est descendu avec eux au garage, attachant lui-même le siège auto. « Appelle-moi quand vous arriverez à l'hôpital, a-t-il dit. Je suivrai juste derrière. » L'hôpital le plus proche était le Cedars-Sinai. Les lumières des urgences brillaient, les gens entraient et sortaient sans arrêt. L'infirmière Carla était au triage, une femme latino-américaine dans la quarantaine, avec une voix ferme mais chaleureuse. « Symptômes? » a-t-elle demandé rapidement. « Forte fièvre, 6 mois, mange peu, respiration rapide. » Michael a répondu, posant Luke sur le petit lit. Emma se tenait près, agrippant la main de son frère sans la lâcher. L'infirmière Carla a posé le stéthoscope et a appelé le médecin. Le docteur Patel est en route. Le docteur Neil Patel, le pédiatre de nuit, était mince, les yeux cernés par trop de longues gardes, mais toujours stable et alerte. Il est arrivé rapidement, a examiné l'enfant, a ordonné des tests, des antipyrétiques et une surveillance respiratoire. « Personne ne part », a dit doucement le docteur Patel. « Je dois observer les réactions. » Michael se tenait près du lit. Pour la première fois depuis des années, il s'est surpris à tendre la main pour tenir celle de quelqu'un d'autre sans y penser. C'était la main d'Emma, froide et tremblante. Il l'a serrée doucement. « Elle va s'en sortir », a-t-il dit, incertain s'il la réconfortait elle ou lui-même. Emma a levé les yeux, surprise par cette étrange assurance dans un moment si peu familier. Elle a hoché la tête, n'osant pas lâcher prise. Ethan s'était déjà endormi contre son épaule, ses lèvres bougeant au rythme de sa respiration. 10 minutes plus tard, le docteur Patel est revenu, sa voix calmante. La fièvre répond bien. La respiration est plus stable maintenant. Nous continuerons à surveiller pendant encore 1 heure. Il n'y a aucun signe de déshydratation sévère. Le bébé ira bien. Emma a expiré bruyamment, des larmes tombant sur la main de Luke et s'imprégnant dans le drap. Michael a lâché prise, a reculé comme s'il avait peur que quelqu'un l'ait remarqué. Il est sorti et a appelé David. Elle a passé la crise. Le docteur a dit qu'il l'observerait encore un peu. À l'autre bout du fil, David a seulement répondu « bien », puis est resté silencieux pendant un long moment. Finalement, il a ajouté « dis à Emma de boire de l'eau, ne la laisse pas rester debout trop longtemps. » Michael a raccroché, est entré dans le couloir et s'est lavé le visage. La lumière au néon reflétait ses traits fatigués. Il a pressé son front contre le miroir pendant quelques secondes, puis s'est tourné vers le distributeur automatique pour prendre un café. Alors qu'il tournait le coin, il s'est arrêté brusquement. Au bout du couloir, près du poste des infirmières, Sandra Blake était pressée contre une jeune infirmière, glissant une enveloppe marron dans la poche de l'uniforme de la femme. La voix de Sandra était basse mais tranchante. « Retarde juste les papiers, j'ai besoin que ces enfants sortent de cette chambre. Tu comprends? » La jeune infirmière avait l'air nerveuse, son badge indiquant « Megan ». Elle a regardé autour d'elle, puis a hoché la tête rapidement. Michael n'a pas écouté plus loin. La colère l'a envahi, aussi vite que le pouls rouge des lumières d'urgence. Il a écrasé le gobelet en papier dans sa main, et à cet instant, il a su que ce moment apporterait bien plus qu'une simple longue nuit aux urgences. Michael s'est reculé dans l'alcôve, sa main serrant toujours le gobelet de café.
Sandra a glissé une enveloppe dans la poche de la blouse de la jeune infirmière, chuchotant rapidement. Change les notes. Écris que c'était une fièvre causée par de mauvais soins, par un manque d'hydratation, un manque d'hygiène. J'ai besoin de ce dossier. L'infirmière a baissé la tête, sa voix tremblante. Je, je ne peux pas faire ça. Fais-le, je m'occuperai du reste. Sandra lui a serré l'épaule, puis s'est dépêchée vers l'ascenseur. Michael a levé son téléphone, l'a mis en silencieux et a pris plusieurs photos rapides. Il a capturé le moment où Sandra a pressé l'enveloppe dans sa main, le badge qui indiquait Megan et le coin du couloir avec le panneau indicateur. Quand Sandra a disparu, il s'est dirigé droit vers le bureau et a posé son gobelet. Megan, n'est-ce que pas? Sa voix était calme mais ferme. Elle a sursauté. Quoi? De quoi avez-vous besoin? J'ai besoin que vous ne détruisiez pas la vie d'un enfant pour une enveloppe. Les yeux de Michael se sont fixés sur les siens, non pas menaçants, mais inflexibles. Vous pouvez la rendre tout de suite ou j'envoie ce clip à la sécurité et à l'inspecteur. Megan s'est mordu la lèvre et sorti l'enveloppe et l'a fourrée dans sa main. J'ai des dettes. J'ai été stupide. S'il vous plaît, laissez tomber. Ce n'est pas à moi de décider. Michael a glissé l'enveloppe dans la poche de son manteau, a pris quelques photos de plus du seau et a reculé. Il a ouvert un nouveau message pour la détective Maria Santos. Je m'appelle Michael Mitchell. J'ai des photos d'une tentative d'altération de dossiers aux urgences. La personne qui paye est Sandra Blake. Il a joint les photos et a ajouté une courte note. Luke a été admis. Le médecin a fait baisser la fièvre. Nous sommes au Cedar Sinai. Le message envoyé, Michael a expiré. Il a réalisé qu'il venait de choisir un camp. Pour la première fois, il se tenait entièrement aux côtés de son père. Au même moment, dans une salle privée derrière un steakhouse sur Wilshire, William H. Barnes était assis en face de Frank Dalton. Deux autres hommes étaient avec eux, un stratège de campagne local nommé Randall Pierce et une jeune greffière du tribunal de la famille, Olivia Chen. Olivia était jeune, les yeux baissés, parlant peu. Pierce, en revanche, parlait souvent, sa voix rauque et mielleuse. Barnes a posé un mince dossier sur la table. Nous avons besoin d'une audience d'urgence avant le week-end. Je soumettrai un rapport supplémentaire sur un environnement inadapté pour les enfants. L'APA, c'est les urgences ce soir. Dalton s'est adossé, les bras croisés. Je signerai un document recommandant au DCFS de reconsidérer immédiatement, en utilisant l'expression « risque de négligence ». Pierce s'est versé un verre en souriant. Les médias locaux adorent une histoire de millionnaires excentriques qui kidnappent des enfants. Si nécessaire, je ferai fuiter quelques bribes pour attiser la pression publique. Olivia a levé les yeux vers Barnes. En ce qui concerne le calendrier, je ne peux pas changer l'assignation du juge, mais je peux faire passer le dossier plus tôt, le mettre tout en haut de la pile du matin. Fais-le. Barnes a esquissé un léger sourire. Le reste, je m'en occupe. Dalton a rassemblé ses papiers et a fait un signe de tête. Et souvenez-vous, ne laissez pas cette preuve fuiter. Si ce rapport sur les freins arrive dans cette audience, tout s'effondre. Barnes a hoché la tête, scellant le poing comme avec un tampon. Cette nuit-là, la ville sous le penthouse ressemblait à un tapis de lumière silencieux. David était assis près de la fenêtre, les mains jointes, regardant sans vraiment voir. L'appel de l'avocate Lucy Graham venait de se terminer. Ils vont nous attaquer sur la procédure, sur les évaluations psychologiques, sur des allégations d'instabilité. Lucy l'avait exhorté à préparer chaque document, des enregistrements de sécurité aux approbations signées du médecin de famille. La porte de la chambre était entr'ouverte. Emma est sortie pieds nus, tenant un biberon vide. Papy. David s'est retourné. Les deux dorment. Emma a hoché la tête. La fièvre de Luke est meilleure. Ethan a bien mangé. Elle se tenait au bord du tapis, hésitant une seconde. Si c'est à cause de nous que vous souffrez comme ça, nous partirons. Je sais comment m'occuper de mon frère. Je pourrais demander à quelqu'un de nous laisser dormir sur un porche. David a froncé les sourcils, puis s'est approché. Il a posé une main ferme sur son épaule, pressant doucement comme pour tracer une ligne. À partir de maintenant, je ne laisserai plus personne enlever cette famille. Emma l'a regardé, ses yeux pris entre l'incrédulité et la peur d'espérer trop. Votre famille, monsieur? La nôtre, a corrigé David, sa voix stable bien que pas forte. Tu ne vas nulle part. Emma a hoché la tête, serrant le biberon vide comme si c'était une promesse. Oui,
Elle est retournée vers la chambre. David est resté à regarder la vitre un moment de plus. Il a vu son reflet se brouiller dans la lueur de la ville, et derrière lui, c'était Heidi. Trois petites silhouettes dormaient, empilées les unes sur les autres. Il a pensé à ses deux filles, il a pensé à l'audience, et il a su que ce n'était pas seulement une question de procédure. C'était un vœu. Le lendemain matin, Howard a appelé à l'étage. Monsieur Mitchell, ou quelqu'un du tribunal de la famille est là. Ils ont une convocation. David est allé à la porte. Un homme en costume gris attendait, sa maillette fermée, se présentant brièvement. Kyle Alvarez, huissier de justice pour le tribunal. Il a sorti une épaisse enveloppe et l'a tendue à David. Convocation pour une audience d'urgence, jeudi matin, 9 heures, tribunal de la famille du comté de Los Angeles. David a signé le reçu. Alors que la porte se fermait, Emma est passée en portant Ethan. Elle a aperçu l'enveloppe dans sa main et un instant, elle a oublié de respirer. Jeudi matin, David portait un costume sombre, tenant des dossiers sous son bras alors qu'il guidait Emma à travers le détecteur de métaux. Michael marchait à côté d'eux, portant le sac de preuves. Daniel suivait tranquillement derrière. Lucy Graham, une avocate civile pointue spécialisée dans les affaires familiales à Los Angeles, attendait déjà dans le couloir. Elle a dit calmement, « Restez calme, ne dites que la vérité sur ce qui s'est passé. Je vous guiderai. » À l'intérieur de la salle d'audience, la juge Rebecca Hart était assise en hauteur sur son banc, son regard stable et ses mots mesurés. À gauche, William H. Barnes ajustait sa cravate avec confiance. Le visage de Frank Carter était froid. Sandra Blake tenait un mouchoir, ses yeux rouges mais secs. Dans la galerie, la détective Maria Santos et l'adjointe du procureur Patricia Coleman étaient présentes en tant qu'observatrices. Un greffier a lu le dossier et a appelé l'affaire. Barnes a commencé. « Votre honneur, Monsieur Mitchell, est un homme solitaire avec un historique psychologique non vérifié. Il a perdu son épouse il y a des années, vit dans l'isolement et est sujet à des actions impulsives. Il a enlevé les enfants sans en informer leurs tuteurs légaux. Ce n'était pas le comportement d'un environnement stable pour élever des enfants. Nous demandons que la garde soit immédiatement restituée à leurs proches, M. Frank Carter et Mme Sandra Blake. » Sandra s'est levée au bon moment, sa voix tremblante. « Nous aimions ces enfants. Nous les avons élevés depuis que ma sœur est décédée. Il les a arrachés de mes bras. » Lucy s'est levée et a parlé fermement. « Votre honneur, nous avons un témoin direct, Emma Carter. » Elle s'est retournée. « Emma, tout ce que tu as à faire, c'est de dire la vérité. » Emma s'est avancée, ses petites mains jointes, les yeux fixés droit devant. « Votre honneur, s'il nous aimait, pourquoi ne donnait-il à mon petit frère qu'une seule cuillerée de lait par jour? Pourquoi ont-ils versé le lait par terre et nous ont-ils jetés dans la rue? Mon frère n'avait que 6 mois ce jour-là. Il avait une forte fièvre. Miss Mitchell lui a donné du lait et a appelé un médecin. Je n'ai pas été enlevé. » La salle d'audience a éclaté en murmures. La juge Hart a frappé une fois avec son marteau, signalant l'ordre. Le témoignage est noté. Lucy a continué. « Nous avons appelé la détective Santos. Maria s'est avancée à la barre. Votre honneur, les résultats d'une inspection mécanique indépendante ont confirmé que le système de freinage de la voiture des parents d'Emma avait été saboté avant l'accident. J'ai soumis le rapport et les photographies de la scène au procureur. Elle a placé un dossier scellé sur le bureau. De plus, la nuit de l'admission au Cedar Sinai, Mme Sandra Blake est tentée d'altérer les dossiers médicaux pour créer un cas de négligence. Voici une photographie prise par Michael Mitchell, ainsi que la déclaration sous serment de l'infirmière Megan, qui a remis l'enveloppe et signé le rapport. Lucy a brandi la photo agrandie. La main de Sandra serrant l'enveloppe, le badge de Megan visible, les repères du couloir clair. Une vague de chuchotements a parcouru la galerie. Barnes s'est levé d'un bond. « Objection, cette photo n'a pas été authentifiée. » La juge l'a regardée directement. La détective Santos a vérifié la source et la chaîne de possession. Objection rejetée. Michael s'est levé, sa voix ferme. « J'ai pris cette photo aux urgences à 23h23 avant-hier soir. Je l'ai immédiatement envoyée à la détective Santos. Il a jeté un bref regard à son père, puis à la juge. Je me tiens du côté de la vérité. » La juge a fait un léger signe de tête. Noté. Lucy a ouvert un autre dossier. « Votre honneur, nous demandons que le shérif Frank Dalton
soit convoqué en tant que contact administratif. Dalton est entré sous assignation, sa cravate légèrement de travers. Hart l'a regardé droit dans les yeux. Monsieur Dalton, avez-vous eu ou non des contacts non autorisés avec l'avocat Barnes pour faire pression sur les DCFS? Dalton a évité son regard. J'ai seulement suivi la requête. Répondez directement. La voix de Hart était froide. Oui ou non? Le moment s'est étiré. Dalton a pressé ses lèvres. Il y a eu quelques recommandations échangées. Barnes est intervenu. Votre honneur. Silence, Monsieur Barnes. Hart a frappé avec son marteau, son ton plus vif. Ce tribunal ne tolérera pas la manipulation de la procédure, surtout lorsque des abus sur enfants sont en jeu. Sandra a éclaté en sanglots plus bruyants, comme pour couvrir le bruit. Frank est resté rigide, sa mâchoire se contractant. Des murmures de protestation se sont élevés de la galerie. Un homme a secoué la tête. Honteux. Les huissiers ont appelé à l'ordre. Lucy a livré une conclusion concise. D'après les preuves de freins sabotés, d'ingérence dans les dossiers médicaux, des témoignages d'Emma et de Michael, nous demandons 1. Une ordonnance de protection d'urgence pour les 3 enfants. 2. La cessation des droits d'accès pour Frank Carter et Sandra Blake. 3. Le renvoi de l'affaire pour poursuite pénale. Barnes a tenté de sauver la situation. Monsieur Mitchell est peut-être riche, mais la richesse n'est pas synonyme de stabilité. Hart l'a interrompu, regardant directement la table de la défense. Le tribunal en a assez entendu. Elle a regardé Emma, puis les 2 plus jeunes enfants qui attendaient dans le couloir avec une infirmière. Sa voix s'est faite plus lente et claire. Ce tribunal de la famille existe avant tout pour protéger les enfants. Elle s'est redressée, lisant la décision. Le tribunal ordonne que la garde temporaire soit accordée à M. David Mitchell sous la supervision des DCFS. Une ordonnance de non-contact est émise contre Sandra Blake et Frank Carter. Toutes les preuves de sabotage présumé de véhicules et de subornation de témoins sont immédiatement transmises au bureau du procureur. Et bon, parce que oui, moi. Elle a fait une pause d'une demi-seconde, les yeux fixés sur Sandra. Un mandat d'arrêt est émis dans cette salle d'audience contre Sandra Blake et Frank Carter pour suspicion d'abus sur enfants, d'entrave à la justice et de complot en vue de commettre une fraude. Les menottes ont brillé sous les lumières. Les officiers de justice se sont approchés. Sandra a crié. « Je n'ai rien fait. » Frank a donné un coup d'épaule, mais ses poignets ont été rapidement bloqués. Leurs cris se sont noyés sous le bruit des pas et des papiers qui s'agitaient. Emma s'est figée une seconde, puis s'est tournée vers David. Elle s'est jetée dans ses bras, ses sanglots se brisant en mots. « Nous avons une famille maintenant. » David portait Luke, son autre main tenant fermement celle d'Emma, alors qu'il sortait du palais de justice avec Michael et Daniel. Le vent chaud balayait les marches, le bruit de la ville s'engouffrant comme un nouveau départ. Ils se sont regardés, personne ne parlant, mais tous sachant qu'ils venaient de franchir une autre porte. Quelques mois plus tard, le penthouse n'était plus silencieux et froid. Un matin de week-end, l'odeur du pain grillé et du beurre remplissait la cuisine. Daniel se tenait au comptoir, remuant la pâte à pancake comme s'il jouait de la musique. « Emma, tu veux un visage souriant ou une forme de cœur? » Un cœur. Emma tenait Ethan sur sa hanche, riant timidement. Mais n'en brûle pas un autre. C'était de la version charbon de bois. Daniel a fait un clin d'œil. Michael est passé, soulevant Luke haut dans les airs. Cette version coûtait 2 fois plus cher. Il s'est tourné vers Emma. « Hé, l'écrivaine, où est ton devoir de lecture? » Emma a sorti un papier plié de sa poche. « J'ai écrit sur l'odeur du beurre qui fond. » La maîtresse a dit d'utiliser nos sens. Elle a lu quelques courtes lignes, sa voix stable et claire. Michael a hoché la tête, incapable de cacher sa fierté. « C'est vraiment bien. » La prochaine fois, ajoute une phrase sur le son. Il a haussé les épaules alors que Daniel sifflait, taquin. « Tu es aussi strict qu'un éditeur. » La porte s'est ouverte. Grace Whitman, l'assistante sociale des DCFS chargée du suivi après la décision, est apparue avec un doux sourire. Dans la trentaine, de petits talons, elle portait toujours un carnet. « Bonjour. Je suis juste passée rapidement pour voir comment vont les enfants. » Elle s'est lavé les mains, a joué à coucou avec Ethan, puis a griffonné quelques lignes. « Dorment bien, prennent bien du poids. La maison est propre et sûre. » Elle a levé les yeux, à moitié en plaisantant, à moitié sérieuse.
Tant que vous ne laissez pas Daniel seul dans la cuisine, tout va bien. Daniel a immédiatement placé son meilleur pancake sur son assiette. Goûtez ça, la preuve de ma rédemption. Grace a ri, s'est levée et a fermé son carnet. À le mois prochain. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. Elle a jeté un regard rassurant à David avant de partir. Le petit déjeuner s'est transformé en un jeu de lancer de boules de serviettes en papier. Luke a éclaté de rire quand Michael a fait des bruits idiots. Ethan a tapé sa cuillère sur la table en rythme alors que Daniel comptait. 1, 2, 3. Emma a essuyé la bouche de ses frères, puis a secrètement glissé le dernier morceau de pancake dans l'assiette de David. Mange-le, je suis rassasié. Plus question de céder ta part. David l'a repoussé. Tu as la tienne. Emma a hésité, puis a fini le morceau, ses yeux s'illuminant comme une petite lampe allumée au bon moment. À midi, Emma était assise à la table basse, étalant une boîte de crayons de couleur. Michael laissait Luke ramper sur le tapis, tandis que Daniel construisait un fort d'oreiller de qualité professionnelle. Regardez, a dit doucement Emma, sa main se déplaçant lentement mais sûrement sur le papier. 6 silhouettes se tenaient côte à côte. David au centre, Michael et Daniel de chaque côté, Emma tenant Ethan devant elle et Luke lui tenant la main. En dessous, elle a écrit en lettres capitales nettes « Famille ». David est sorti de son bureau juste au moment où elle posait le stylo. Il s'est arrêté, son regard s'attardant un peu plus longtemps que d'habitude. On peut l'accrocher ici? Il a touché le mur au-dessus de la bibliothèque. Emma a hoché la tête rapidement. Michael a chuchoté. « Ne pleure pas, papa », puis a souri alors que ses propres yeux commençaient à piquer. David a accroché le dessin et a reculé d'un demi-pas. Sa vision s'est brouillée, sa voix est sortie basse, portant une note tremblante qu'Emma n'avait jamais entendue auparavant. C'est ce que voulait votre mère. Le soir, ils sont sortis sur le balcon. La ville s'étendait, lisse comme une vieille carte, les lampadaires s'alignant en rangées infinies de mots non écrits. Daniel tapait dans ses mains en rythme, apprenant à Ethan à suivre. Michael a montré à Luke comment faire un high five. Emma s'est assise à côté de David, posant légèrement sa tête sur son épaule. « Je promets que je prendrai soin de mes frères, tout comme vous avez pris soin de nous, a-t-elle dit. David a posé sa main sur son dos. On le fera ensemble. Personne n'a plus à le faire seul. La nuit est venue. La table était dressée simplement. Soupe chaude, pain croustillant, pommes tranchées, un bol de salade que Michael avait essayé de faire. Daniel préparait le lait pour les petits, secouait le biberon de manière théâtrale, puis prenait une voix d'annonceur factice. « 2 invités VIP, votre repas est servi. » Emma a ri, lui a pris le biberon, a testé la température sur son poignet comme David l'avait fait une fois. Howard, l'agent de sécurité de l'étage, est passé avec une livraison. Il était grand, silencieux, déjà habitué aux nouveaux sons des rires dans cet appartement. « Un paquet pour vous, Monsieur Mitchell. » Emma lui a fait un signe de la main, des fleurs encore sur les mains. Howard a souri, a reculé. « Bonne vie de famille à vous tous. » La porte s'est refermée, laissant derrière elle le son des cuillères contre les bols et les babillages des enfants. Ils se sont assis à table. David a regardé autour de lui en silence, content comme s'il avait peur de manquer quelqu'un. « Merci pour ce repas, a-t-il dit. Merci d'être ici. Merci de ne pas avoir brûlé un autre pancake, a ajouté rapidement Michael. Merci d'avoir fini ton assiette, a dit Daniel à Emma, essayant de rester sérieux mais échouant. Emma a ri. Merci de m'avoir donné un endroit où accrocher mon dessin. Dehors, par la fenêtre, les lumières de la ville brillaient. À l'intérieur, la lumière la plus chaude venait des visages qui se regardaient. Ils ont touché leurs cuillères à la soupe dans une unanimité maladroite, comme un rituel tout juste appris. Et à ce moment-là, aucun d'entre eux n'avait plus peur de demain. L'histoire se termine sur une table de dîner chaleureuse, mais son écho est un puissant rappel. Le mal peut se cacher derrière des parents, des avocats, des procédures, mais la justice trouvera toujours son chemin. Sandra et Frank ont été menottés non seulement pour leurs crimes contre les 3 enfants, mais aussi pour avoir piétiné la frontière même de la conscience. En revanche, un simple acte de gentillesse au bon moment, un homme qui arrête sa voiture, une cuillerée de lait, un appel téléphonique à un médecin, a ouvert la porte à un foyer appelé famille. Les bonnes personnes n'ont pas besoin d'être embellies. Elles sont récompensées par la paix et le retour des rires. Pourtant,
Cette histoire ne concerne pas seulement Emma, Luke, Ethan ou David. C'est une question adressée à chacun de nous. Si vous passiez devant trois enfants jetés à la rue, vous arrêteriez-vous? Quelle est la plus petite chose que vous puissiez faire aujourd'hui? Un simple salut, un repas chaud ou un appel téléphonique pour protéger quelqu'un. Avez-vous déjà vécu un moment où l'aide est arrivée juste à temps? Qui a été le David dans votre vie? Je veux aussi vous demander personnellement, vous qui regardez cette chaîne, est-ce que vous allez bien aujourd'hui? Avez-vous besoin de quelqu'un pour vous écouter, ne serait-ce qu'un peu? Laissez une pensée ou un souhait pour la semaine à venir. Je lis chaque commentaire et j'apprécie profondément votre histoire. Si vous connaissez une famille ou un enfant qui a besoin de soutien, envoyez-moi un message ou suggérez une ressource là où vous vivez afin que notre communauté puisse élever sa voix ensemble. Voulez-vous voir plus d'histoires apaisantes comme celle-ci? Répandre la gentillesse est simple. Partagez cette vidéo, identifiez un ami au bon cœur et écrivez sur un acte de compassion dont vous avez récemment été témoin. Qui sait, votre petite gentillesse d'aujourd'hui pourrait devenir la cuillerée de lait dont quelqu'un a désespérément besoin demain.